Bien, écoutez, bonjour à tous. Je suis content de voir certains visages que je connais, d'autres que j'espère avoir l'occasion de pouvoir rencontrer et connaître dans l'ensemble de vos missions qui sont assurément importantes pour notre filet social au Québec. J'ai moi-même, comme vous l'avez vu, travaillé autant au milieu communautaire, mais particulièrement au niveau de l'éducation, en ayant donné ma vie, en investissement de temps, en investissement de dons de soi, en investissement en formation à l'ensemble de l'équipe qui donnait de la joie, qui donnait de la formation et qui permettait à des jeunes de s'épanouir de partout au Québec, qui venaient l'espace d'un moment venir vivre des activités au camp musical de Saint-Alexandre, pour qui j'ai donné 26 ans de ma courte vie déjà. Dans ces activités-là et le fait d'en avoir été le directeur pendant près de 25 ans, bien, je peux vous dire que j'ai appris énormément. J'ai su prendre conscience de chacune de vos enjeux, de chacun de vos éléments dans la recherche de financement, dans le travail de bénévolat et dans l'idée d'être un lieu qui est important pour notre société. Bien, j'ai pu moi-même vivre et connaître les enjeux que vous vivez absolument au quotidien, que ce soit au niveau de la main-d'œuvre, que ce soit exactement dans le volet que vous souhaitiez que je parle d'une façon plus précise. Mais je pense être le candidat qui peut, au niveau de l'éducation, puis au niveau de ce sentiment-là, particulièrement auprès des jeunes, mais aussi au niveau des clientèles plus défavorisées ou des clientèles, voire même avec un handicap, j'ai connu moi-même ces enjeux-là de pouvoir accompagner les familles dans les projets qu'ils souhaitaient faire à l'intérieur des activités, entre autres du camp musical Saint-Alexandre. Comme vous le savez également, enseignant au Cégep La Pocatière en musique depuis 18 ans maintenant. Donc, tout le volet du travail et de la vision d'une organisation comme le Cégep, bien, j'ai eu l'occasion de pouvoir y travailler, non seulement comme enseignant, mais également comme directeur pendant une courte période du moins, mais comme directeur par intérim du Centre d'études collégiales de Montmagny. Donc, ça m'a permis de rencontrer des gens dans la Côte-du-Sud, de pouvoir connaître les enjeux. Puis, comme je vous le disais dès le début, les actions communautaires que vous menez bien, me touchent d'une façon toute particulière. Et non seulement me touchent, mais je peux vous donner la certitude que je serai une oreille attentive. J'ai déjà commencé à rencontrer certains, d'entre vous d'ailleurs, et vous pouvez compter sur mon entière collaboration pour, oui, amener les idées de la CAQ, mais vous savez, la CAQ, c'est une coalition, donc ça permet à un ensemble de personnes de pouvoir y contribuer et de faire avancer la cause et notre sensibilité à votre implication dans le monde communautaire. Dans ce volet-là, je suis conscient aussi, puis dans l'analyse que j'ai fait préalable, je disais d'entrée de jeu, hein, vous savez, j'ai 3 semaines, c'est quand même très court pour préparer énormément d'enjeux. Je souhaite être présent sur le territoire. Puis dans ces 3 semaines-là, j'avais gardé aussi l'engagement d'assister, non seulement d'assister, mais d'animer les fêtes du 50e anniversaire de mon organisation. Donc, un engagement de 25 ans, voire 26 ans. Je dis à la blague des fois que j'avais la majorité plus 1 dans l'histoire de l'organisation que je représentais. Donc, pour moi, c'était important de terminer cet engagement-là qui s'est fait les 2 et 3 4 septembre dernier. Donc, je peux vous dire que dans les derniers jours, c'est une course folle qui m'habite, qui m'anime, qui m'enivre de ces rencontres-là que je fais au quotidien avec les gens de la communauté ici et les gens partout dans la Côte-du-Sud, et ce, à être à l'écoute des différents enjeux qui les préoccupent, et aussi, je peux vous dire, de cette fierté-là qui m'habite de faire partie d'un gouvernement comme la CAQ, et de pouvoir promouvoir les enjeux, de pouvoir être à l'écoute et de bonifier et d'apporter ma contribution future dans les éléments qui vous touchent. Je suis conscient également qu'avec la pandémie, il y a eu certainement des aides d'urgence que vous avez pu toucher, mais nous sommes conscients qu'il y a des besoins qui sont grandissants, des besoins qui ne sont pas réglés dans certains cas, dans ce volet-là de l'aide à votre mission, et aussi du travail à effectuer pour être capable d'aller chercher le financement, soit par projet ou tout ça. Je me suis
enchéri de pouvoir connaître les enjeux, de lire la documentation qui m'a été donnée. Puis maintenant, ce que j'ai surtout hâte, c'est de pouvoir m'asseoir avec vous, de pouvoir vous entendre, de pouvoir apporter ma contribution future à l'intérieur du gouvernement de la CAQ. Vous savez aussi, je peux vous parler un peu du bilan, si on veut, du gouvernement de la CAQ, entre autres sur la violence conjugale. Donc, une priorité nationale qui a été faite avec le gouvernement de la CAQ en matière de violence conjugale. La CAQ a investi plus de 500 millions depuis 2018. Donc, ça prouve cet engagement-là au niveau de la violence conjugale. Il y a eu la mise en place de mesures également comme le bracelet anti-rapprochement. Certains peuvent dire que on n'a pas Internet dans toutes les parties, le réseau cellulaire n'est pas bon. C'est vrai, mais je peux aussi vous garantir qu'on a fait un travail remarquable au niveau de l'accès à Internet et au niveau du cellulaire. Soyez convaincus que ce modèle-là sera rappelé afin qu'on puisse régler l'urgence d'avoir un accès cellulaire partout sur le territoire, ici en Côte-du-Sud. Il y a eu également la création du tribunal spécialisé pour les victimes de violences conjugales en collaboration avec les CAVAC. Il y a également l'enjeu de la lutte à la pauvreté. Il y a, entre autres, l'augmentation du salaire minimum qui a été réalisée il y a quelque temps. Il y a également la question du financement des organismes. Nous sommes conscients que cette question-là est centrale pour vous. On est en mesure de reconnaître les problèmes qui sont inhérents à l'organisation du fonctionnement que vous vivez dans les organismes communautaires, de l'engagement personnel que vous vivez, de l'implication extraordinaire que chacun d'entre vous, j'en suis certain, réalisé. J'en suis moi-même un témoin marquant de ça, ayant travaillé pour un organisme de bienfaisance, un organisme de formation et un organisme à but non lucratif. Ces enjeux-là du financement, particulièrement le financement récurrent, c'est choses que je connais. Croyez-moi, certains d'entre vous ici dans la salle savez le travail incroyable que ça exige, les ressources incroyables. J'ai envie de dire que j'ai été chanceux, je suis musicien de formation, mais d'avoir eu cet aspect-là de ma personne, de me dire moi, faire une demande de subvention, ça me convenait. J'étais capable et en mesure d'aller chercher ces pistes-là pour pouvoir finalement arriver à nos fins. Mais je vous assure que je sais le travail colossal que ça exige. Puis je suis aussi en mesure, le gouvernement de la CAQ également, de reconnaître la difficulté qu'on a au niveau de la pénurie de la main-d'œuvre, puis particulièrement dans votre secteur, de trouver le moyen d'avoir des incitatifs, qu'ils soient financiers ou autres, afin de subvenir à vos besoins et de pouvoir aussi garder votre secteur ouvert dans chacune de leurs facettes. Au niveau du filet social, les 3 maillons chers à l'organisation du filet social, où on doit trouver une cohésion à l'intérieur des services publics, des programmes sociaux et des organismes communautaires. Donc, ce volet-là est cher à mes yeux. Puis, je suis conscient aussi, lorsqu'il y a un maillon qui est plus faible ou qui a plus de difficultés, la chaîne, finalement, s'écroule. Donc, ça sera important d'avoir ce regard-là et de pouvoir soutenir adéquatement chacun de ces secteurs-là. Puis, je pense que la CAQ l'a prouvé au niveau particulièrement des services publics, qui a un soutien assez remarquable qui a été effectué, puis des annonces et des engagements importants dans les prochaines années. Je vous dirais également, au niveau de la justice sociale, l'égalité des droits, la solidarité, c'est vraiment l'action collective que vous menez au quotidien qui peut vous permettre d'arriver à vos fins. J'ai lu aussi, puis peut-être que ça va venir finalement répondre à certaines de vos questions de cette merveilleuse feuille que j'aurais aimé avoir lors de mon invitation pour être pleinement accompli dans le devoir que j'aurai de vous représenter. Je m'en excuse encore, les gens là, à la maison, et promis, ça sera chose faite dès que possible, que je répondrai à vos questions de la meilleure façon possible. Donc, les souhaits qui ont été identifiés, c'est de soutenir adéquatement l'action communautaire. Je vous rappelle qu'en mai dernier, le gouvernement a annoncé son intention d'investir 1,1 milliard sur 5 ans dans le soutien aux organismes communautaires. Entre autres, un 834 millions pour augmenter le financement gouvernemental en lien avec la mission globale des organismes communautaires, un 9,4 millions pour soutenir des nouveaux organismes communautaires, 41 millions sur 5 ans pour créer des nouveaux programmes gouvernementaux en appui à votre mission globale pour l'ensemble des organismes communautaires, également un 8,5 millions pour soutenir la mission globale des organismes à vocation multisectorielle.
vous êtes en mesure de pouvoir voir ces engagements-là qui ont été annoncés dans les derniers mois. Puis dans cette perspective-là, le plan qui est présenté par le gouvernement actuellement, on est conscient qu'il ne représente pas la fin en soi, mais bien la première étape d'un réengagement de l'État envers l'action communautaire. Puis ça, c'est bien important. Puis si on veut parler plus localement, je l'ai dit d'entrée de jeu, je me suis présenté à vous. Vous avez devant vous un allié au travail de l'action que vous faites au quotidien. Je serai votre voix à l'Assemblée nationale. J'ai envie de vous entendre. Je sais comment vous changez des vies et je sais l'importance que pour moi personnellement, vos actions peuvent mener au quotidien pour les différents secteurs qui vous animent et pour le bien que vous faites dans la communauté. N'oublions pas qu'il y a eu peut-être, justement, dans ces réinvestissements-là, rappelons que la CAQ est un gouvernement qui est pragmatique, qui souhaite être capable de réaliser ses engagements. Je pense qu'on en est témoin dans les dernières années. On n'est pas en mesure de répondre à l'ensemble des besoins que vous avez sollicités, mais je peux vous dire qu'ici, dans Côte-du-Sud, vous aurez quelqu'un qui saura aller tirer la couverte et défendre les enjeux qui vous animent ici et à plus grande échelle dans le Québec tout entier. On peut rappeler qu'il y a peut-être eu également 15 années préalables de laisser aller dans le milieu communautaire. Donc, c'est dans cet élément-là que le 1,1 milliard a été annoncé. L'autre élément que vous souhaitiez discuter, c'est de réinvestir massivement dans les services publics et les programmes sociaux. Afin de lutter contre l'austérité budgétaire, le recours à la tarification et la privatisation de services publics, bien, la CAQ a réinvesti massivement dans les services publics. Ce n'est pas terminé non plus. On a la chance d'avoir eu un gouvernement, avec la pandémie qu'on vient de vivre, avec les aides gouvernementaux qui ont été apportées, un gouvernement qui a les moyens. Vous allez voir dans les annonces qui s'en viennent au cours des prochaines semaines, puis dans le cadre budgétaire qui a été proposé, la CAQ a réussi ce défi incroyable de pouvoir s'en sortir avec des moyens financiers qui deviendront des effets de levier pour différents milieux, entre autres dans les services publics. On a aussi diminué les barrières d'accès aux services publics, par exemple les tarifs d'accès dans les hôpitaux. On a élargi la couverture publique de soins de santé et bonifié l'offre des services sociaux à la population. On s'engage d'ailleurs à offrir des services d'aide, non seulement des services d'aide, mais même des programmes qui peuvent aller jusqu'à l'hospitalisation à domicile pour les aînés. On souhaite également assurer des conditions de travail décentes pour les travailleurs et travailleuses du réseau public. La CAQ a donné un véritable coup de barre afin de bonifier les salaires des employés du milieu de la santé, de l'éducation et des services de garde à l'enfance. Vous pouvez me dire, oui, mais ça ne nous touche pas, mais sachez que j'ai le souhait le plus profond que ça puisse se réaliser. Donc, de se dire qu'il y a des choses qui ont été réalisées qui sont extraordinaires, bien, quand on a des bons modèles, on est capable de pouvoir les réexposer à d'autres secteurs de nos milieux. On a également bonifié la protection, toutes les mesures de protection de solidarité sociale afin d'élargir leur accessibilité. Entre autres, en considérant l'enjeu lié à l'inflation, je pense que c'était un thème qu'on avait dans les éléments, bien, vous avez vu les annonces qui ont été effectuées, entre autres pour les aînés, mais entre autres aussi dans ce bouclier contre l'inflation qui a été mentionné. Donc, on parle de jusqu'à 2 000 $ pour les aînés, une aide ponctuelle, ainsi que le plafonnement des tarifs gouvernementaux qui a été effectué à 3 %. L'aide ponctuelle entre 400 et 600 $ selon les revenus, puis également une baisse d'impôts importante. L'autre élément, ça a été de garantir les conditions de vie décentes afin de permettre à tous et à toutes de répondre à leurs besoins de base pour vivre dans la dignité. Investissement majeur dans l'aide alimentaire. Vous l'avez vu d'ailleurs ici à la Pocatière dans les derniers mois, les dernières années, qu'il y a eu des investissements de 3 millions de $. On a annoncé, pas plus tard que la semaine dernière, dans les engagements de la CAQ, un engagement supplémentaire pour l'aide alimentaire de 20 millions dans le réseau des banques alimentaires afin d'améliorer les infrastructures d'entreposage. Je pense que c'est des actions qui permettent de pouvoir démontrer le sérieux de la CAQ et aussi ce désir-là de pouvoir contribuer au mieux-être de nos collectivités. Hébergement en cas de crise. Je crois que c'est des enjeux importants aussi ici, dans la Côte-du-Sud.
Donc aussi, on est capable de reconnaître qu'il y a un manque de financement et de reconnaître que les besoins sont grands. J'ai d'ailleurs déjà rencontré des gens du secteur qui me disaient être obligés de fermer compte tenu soit de main-d'œuvre, soit de besoins financiers. Donc, je peux vous dire que c'est quelque chose qui me touche énormément, puis de s'assurer de trouver le moyen ensemble, de trouver des solutions au volet de l'hébergement de crise qu'on a sur notre territoire. Évidemment aussi, le seuil plancher. J'ai lu les documents. Vous savez, moi, bien que j'ai travaillé avec des organismes communautaires toute ma vie, les détails de seuil plancher, le volet d'aide à votre mission, je peux très bien comprendre comment que ça fonctionne. J'ai lu les éléments. Comme je vous disais, on est en recalcul actuellement dans l'organisation des seuils planchers qui ont été présentés à la RQA-CA. Et puis, je vois très bien les besoins criants que vous avez et qui ont été exprimés d'une bonne façon. Puis, je souhaite pouvoir, encore une fois, être votre voix pour apporter les éléments qui vous touchent à l'Assemblée nationale dès le 4 octobre prochain. Les objectifs qui ont été poursuivis maintenant dans le plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027, vous avez vu que ces objectifs souhaitent améliorer la capacité d'agir des organismes communautaires. C'est votre besoin, c'est ce qui est annoncé qu'on puisse améliorer cette capacité-là que vous avez et votre autonomie également à être capable d'être maître du jeu des solutions que vous avez sur le terrain afin de développer cette autonomie-là et votre capacité d'agir, évidemment. On souhaite également favoriser la mobilisation de tous les partenaires de l'action communautaire, d'assurer également la plus grande cohérence des actions des partenaires dans le milieu communautaire. Des fois, on se sent seul. Je sais que vous êtes chanceux dans le milieu communautaire d'avoir des moments comme aujourd'hui où est-ce qu'on se rassemble, où est-ce qu'on trouve des solutions, où est-ce qu'on parle ensemble. Oui, des fois qu'on revendique un peu haut et fort certains besoins, mais sachez que je suis capable de comprendre ça et de pouvoir vous appuyer dans ces démarches-là. D'assurer également, de développer également la connaissance de l'action communautaire et surtout de la valoriser. Je l'ai dit d'entrée de jeu, le travail que vous faites est exceptionnel. Donc, comment faire collectivement pour valoriser le travail que vous faites, pour valoriser vos organisations, pour valoriser le travail qui est effectué et de certainement pouvoir y trouver des incitatifs qui pourront aider à engager les personnes ressources nécessaires pour votre mission. À terme, les retombées de ce plan-là, ça sera d'offrir un soutien financier accru, vous l'avez vu, un montant de 1,1 milliard qui est annoncé et surtout prévisible pour vos organismes communautaires. J'ai aussi pris connaissance de l'enjeu de l'aide au projet ainsi que de l'aide à votre mission. Ce que je comprends, puis ce que je suis aussi capable d'être tout à fait, ayant moi-même milité pendant plus de 15 ans à obtenir un financement récurrent qui était égal à d'autres organisations similaires que la mienne. Je peux vous dire que ça a été un travail de longue haleine. On y arrive pas par pas, mais je peux vous assurer en tout cas de l'écoute du gouvernement de la CAQ, de l'écoute de Mathieu Rivet, candidat, de l'écoute du souhait qu'on a d'améliorer le secteur communautaire dans le futur. D'accroître évidemment aussi la visibilité de la part du milieu communautaire à la société québécoise. Également d'améliorer les conditions de vie et le bien-être des collectivités sur l'ensemble du territoire québécois et de susciter la participation des Québécoises et des Québécois, notamment des personnes handicapées, des personnes immigrantes, de la communauté anglophone, à la vie associative et démocratique des organismes communautaires. Alors voilà, j'espère que j'aurai pu au moins toucher à quelques éléments de l'invitation que vous nous avez faite. Je suis super heureux d'être là. Je suis surtout super heureux de me présenter à vous pour savoir que la suite n'est pas terminée. Dans mon cas, j'entendais mon collègue Michel, avec qui j'enseigne. Je trouve ça très drôle parce qu'on est 3 profs du cégep La Pocatière à être présents dans cette campagne électorale-là. On est des collègues. Je suis d'ailleurs allé à la fête du pain où est-ce que j'ai croisé Guillaume qui va suivre après moi. On s'est pris dans nos bras. Je serai quelqu'un qui sera toujours positif. Je n'ai à ce jour dit aucun mot sur aucun autre candidat d'une façon désagréable ou plate.
je peux vous garantir que moi-même, j'ai reçu plusieurs informations qui ne sont pas agréables. Ce n'est pas le jeu que je souhaite jouer. J'étais directeur d'un camp de vacances pour des jeunes qui offrait de la formation musicale. J'ai dirigé des orchestres partout dans le monde au nom du Kamouraska et de Côte-du-Sud. Je suis enseignant. Je vais rester Mathieu Rivet, cette même personne-là qui a été engagée dans son milieu toute sa vie, et c'est le souhait le plus grand que je vais faire. Puis de me rendre à l'Assemblée nationale, je trouve que j'ai une opportunité extraordinaire. Puis cette opportunité-là, je la partagerai avec chacun d'entre vous. Merci de la présentation. Merci. On passerait maintenant à une période d'échange avec les gens de la salle ou les gens qui sont sur Zoom ou Facebook. Je répète, les gens qui sont sur Zoom ou Facebook, juste écrire en texto, soit Messenger ou dans le chat de Zoom. Je répète, quand on pose une question, se nommer le nom de son organisme. Bonjour, Christine Talbot, Carrefour Jeunesse Emploi, Région Lillet. Bonjour. Moi, je voulais savoir, la CAQ, c'est quoi ses solutions ou sa conception que les régions vieillissent et se vident de leur jeunesse? Donc, écoutez, c'est un enjeu qui est quand même pan-québécois, hein? On le sait. Je sais, si je ne me trompe pas, je crois que ça doit être environ 1% là, de dévitalisation là, qu'on a ici dans notre secteur, entre autres en Côte-du-Sud. En même temps qu'on dit ça, je vois aussi l'élément de migration qu'on a vécu, entre autres, par la pandémie. Moi, je vais vous dire, j'ai quand même la foi que nos milieux soient dynamiques, qu'on puisse revitaliser nos milieux, qu'ils sont déjà extraordinairement dynamiques. On vit effectivement un creux, mais en même temps qu'on dit ça, nos écoles et nos CPE ont des grandes difficultés en ce moment parce qu'il n'y a pas de place, puis le logement, c'est compliqué. Bien, je pense que la CAQ a pris ces engagements-là en lien justement avec la mise sur pied de 11 700 logements supplémentaires, des logements sociaux, en plus des 15 000 qui étaient à réaliser en vue de l'être. Je pense également aux CPE qui se remettent sur pied, et on le voit déjà dans notre décor au quotidien. Moi, je vous dirais que j'ai la foi là, dans l'élément que nos milieux vont se revitaliser, puis que les gens vont s'y installer. Je vous dirais que je prends acte et foi de ce que vous dites. En même temps, je connais quand même pas mal les Carrefour Jeunesse aussi, puis je trouve que votre boulot est exemplaire, puis il va continuer assurément d'aider les jeunes à pouvoir vivre ici dans nos milieux et pouvoir revitaliser l'ensemble du secteur de Côte-du-Sud. Une question virtuelle. Une question par Zoom. Oui, donc, une question de Manon Leclerc de l'ABC des Hauts-Plateaux, organisme en lutte au décrochage scolaire et alphabétisation. Votre parti parle beaucoup du mode virtuel pour améliorer la culture et l'éducation avec la plateforme numérique de Télé-Québec pour les 3 à 12 ans. Aussi, pour les jeunes en difficulté d'apprentissage, vous parlez d'une plateforme virtuelle. Vraiment, croyez-vous en ce mode d'action comme étant porteur et répondant aux besoins de nos jeunes? Monsieur Jean-François Roberge a interpellé les maisons des jeunes dernièrement pour lutter au décrochage scolaire. Les parents, les retraités de l'enseignement, les travailleurs à temps partiel, mais jamais il ne nomme les organismes communautaires autonomes ayant comme mission la lutte au décrochage scolaire. Nous le vivons depuis que la CAQ est au pouvoir. Son ministre de l'Éducation semble ne pas vouloir reconnaître notre mission et notre expertise en matière d'éducation. Qu'en dites-vous? Bien, premièrement, M. Robert, j'irai le rencontrer le 5 octobre pour lui rappeler cette question-là qu'on vient d'avoir. Mais je peux vous dire que je pense qu'il y a un ensemble d'enjeux là, qu'il faut mettre en perspective. Moi-même, la plateforme de Télé-Québec et aussi l'élément virtuel en lien avec les possibilités de rencontres pour des étudiants en difficulté sous forme virtuelle. Moi, je vous dirais, là, on a une problématique depuis des années d'embauche dans le secteur de spécialistes dans nos écoles. Vous le savez, c'est difficile. La CAQ s'est engagée à former des professionnels, d'ailleurs plus de 5000 professionnels dans le prochain mandat de formation, justement pour permettre d'améliorer la présence physique de gens professionnels dans le milieu de la santé, mais aussi comme les psychologues, etc. Donc, je pense qu'il y a un ensemble de mesures. On se rappelle aujourd'hui avec la question, je remercie d'ailleurs la personne qui l'a posée, de se dire, quand je disais dès le début, puis que ça fait partie des engagements que la CAQ veut avoir, de valoriser votre secteur, là, bien, on en a un exemple. Il faut ensemble
être témoin et valoriser auprès du gouvernement, auprès de nos milieux, auprès des gens d'affaires, le travail que vous effectuez au quotidien. Puis je pense que ces réflexes-là, on a tous un devoir de pouvoir les amener au quotidien dans nos milieux. Puis je vous dirais que j'étais très content de voir l'annonce qui a été faite pour permettre à des enseignants d'avoir un soutien, oui, virtuel, dans l'annonce qui a été faite, mais je pense que le milieu communautaire, puisque vous me dites là, dans le secteur au niveau du décrochage scolaire, si tout le monde, justement, se prend la main et s'aide, on sera en mesure de pouvoir effectuer un virage important au décrochage scolaire. Bonjour, Mélissa Boilard, Trédignon. Là, vous allez avoir besoin de moi pour éviter les feedbacks. Groupe d'entraide en santé mentale Oui. à Montmagny. Donc, moi, j'avais 2 aspects là, peut-être là, à vous amener. Au niveau des subventions, on en a parlé tantôt, subventions COVID. C'est pas vrai que l'argent s'est nécessairement rendu là où elle devait. Demande de subvention où on a 3 semaines pour réagir, ou c'est un projet où on ne peut pas engager de main-d'œuvre pour 3 mois, pour 6 mois, parce que c'est très à court terme. C'est impossible. Plusieurs organismes n'ont pas déposé de projets, qui n'ont pas touché cet argent-là. Donc, clairement, il n'a pas été utilisé à son plein potentiel. C'est souvent comme ça, en fait, au niveau des subventions. C'est très court dans le temps et reddition de compte, reddition de compte, reddition de compte. Puis pendant ce temps-là, on n'est pas dans notre organisme en train de travailler avec nos gens. Fait que ça, c'est une réalité administrative peut-être, là, mais je pense qu'on la vit tous. De l'autre côté, reconnaissance. On parle de valoriser le travail du communautaire, reconnaissance de notre expertise terrain qui n'existe pas, en fait, ou qui n'est pas assez là de la part des gouvernements, mais du CIS également. Du top-down, c'est jamais apprécié par le communautaire. Si je nomme Réseau des éclaireurs, par exemple, ça n'a pas bien passé au niveau des regroupements, des gens aussi. En fait, c'est qu'on a l'impression que quelqu'un dans un bureau décide de quelque chose, qu'on n'est pas consulté, puis l'expertise, elle est en bas. Donc, on préfère... Puis on en a des besoins. On en a des enjeux, on les connaît tous. Donc, on pense que les projets devraient venir du bas et non de venir du haut. Parce que là, à ce moment-là, on se retrouve des fois avec des budgets dont on ne veut même pas. Donc, c'est ça, ça peut être... C'est un beau problème. C'est qu'il faut rentrer dans une catégorie. Puis le but, c'est pas, avec le réseau des éclaireurs, par exemple, où l'argent descend, on veut pas plus... On a le souci de notre argent, là. On veut pas dépenser de l'argent public pour rien ou pour un projet qui va être botché sur le bord de la table. C'est ça, c'est pas vrai, là. Du côté des ententes spécifiques, je pense que c'est ce que vous appelez l'appel de par projet. J'ai 2 ententes spécifiques, une que ça fait 25 ans que je l'ai et une que ça fait 15 ans. Pour moi, ça devient de la mission globale, sauf que c'est sous-financé, c'est à peine indexé et ça comble un besoin qu'un autre organisme communautaire qui n'existe pas, en fait. Ça vient des besoins de la communauté, mais on n'en parle pas assez de ces ententes-là. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, mais en même temps, mon oreille est toute grande ouverte. Encore une fois, tout ce que vous avez dit, je l'ai vécu moi-même. Ce que j'ai envie de vous dire, la CAQ, il faut être reconnaissant envers ça. Vous avez réalisé des projets extraordinaires dans les dernières années. Il y a eu du financement. Est-ce que c'est du sous-financement? Comment catégoriser les besoins exacts? Puis d'être aussi logique dans l'ensemble de la tarte financière et du bilan financier puis des capacités financières. Moi, j'entends ce que vous dites. Je suis hyper conscient que l'organisation, entre autres par projet, de ces redditions de comptes-là et de cet élément-là, je pense que la CAQ, dans les dernières années, a prouvé dans plusieurs secteurs que ces éléments-là et de décentralisation. Tu sais, dites-vous qu'on part quand même de loin, là. Il y a eu de la centralisation dans le milieu de la santé. Il y a eu de la centralisation partout. On a plusieurs volets qu'on souhaite dire. Les gens de terrain sont compétents, de donner des compétences aux municipalités, de donner des compétences aux centres hospitaliers qui ont été enlevés. Il y a un chantier énorme dans ce que j'entends dans votre commentaire à faire. J'ai envie d'y mettre ma contribution.
et de le faire avec vous. Bonjour, M. Rivet. Mon nom Ouais. est François Boudreau de la QDR Montmagny-Lillet. Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez l'organisme. C'est un organisme de défense de droits pour les aînés, D'accord. 50 ans et plus. On est à travers le Québec. Il y a 40 sections. Moi, j'ai Montmagny-Lillet. Oui. Je vous interpelle aujourd'hui, évidemment, plusieurs questions. Je suis content d'apprendre que vous êtes dans le communautaire. Vous pouvez comprendre les enjeux qu'on vit, là. Effectivement, la décentralisation, pas sûr que c'est une bonne idée d'avoir tout centralisé dans le passé, là. Maintenant, on veut décentraliser, mais il faut que les budgets suivent aussi. Je pense que c'est le message qu'il faut passer. Concernant des situations particulières au niveau des aînés, évidemment, la pandémie, la CAQ a été aux prises avec la pandémie et on a vu les résultats. Les aînés ont été victimes d'un paquet de maltraitance. C'est incroyable. Ça se vit encore aujourd'hui, malheureusement, même si la pandémie est finie, les séquelles de ça ne sont pas terminées. De ce côté-là, je pense que les aînés ont besoin d'appui. Malheureusement, il n'y en a pas, ou très peu. Donc, on parle, entre autres, des soins à domicile. Ça, je voulais vous en parler parce que vous en avez discuté. Vous dites que vous allez mettre de l'argent pour les soins à domicile. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a déjà eu une entente qui a été faite en 2019 avec la Fédération des omnipraticiens du Québec pour les soins à domicile en gériatrie et en palliatif pour les aînés, donc pour les maintenir à domicile. Cette entente-là avait été conclue avec le CIUS, les CIUS du Québec, qui avait un plan d'action. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Vous allez me dire que c'est la pandémie, mais évidemment, on a passé au travers, là, ou presque. Là. On attend les résultats de ça. Les gens ici, on est en région. La CAQ souvent dit qu'il était le gouvernement des régions. Là. J'ai hâte de le voir parce que pour l'instant, ça se passe bien gros dans les grands centres. Là. Nous, on a peu d'argent et on se démène avec pas grand-chose, autant dans le transport, les médecins à domicile ou quoi que ce soit. Dans les dernières années, les libéraux ont fermé beaucoup de centres hospitaliers qui étaient, exemple, à Saint-Pamphile, à Saint-Jean-Port-Joli. Ça survit à quelques endroits, exemple, à Saint-Fabien-de-Panay. Les gens doivent se mobiliser à Montmagny. Partir de Saint-Pamphile, aller en Montmagny, c'est presque 1 heure de route l'été. Là. Dans les mauvaises conditions, ça peut être très long. Pour un aîné, là, c'est très difficile. Donc, le SIAD, qui était un soin à domicile, soins intensifs à domicile, c'est ce que ça veut dire. Ça regroupait des infirmiers, des médecins pour donner des services à domicile. Donc ça, c'était quelque chose qui est attendu. On s'attendrait que la CAQ passe à l'action à un moment donné par rapport à ça. Ça peut diminuer de 60 à 65 % les hospitalisations. Donc ces gens-là, s'ils peuvent faire le choix de mourir à domicile, ils vont le faire entourer non seulement des siens, mais du support médical, ce qui libère énormément de soins dans les centres hospitaliers de longue durée, etc. Donc, ça, c'est une chose. Au niveau aussi, une situation, par exemple, là, on me rapporte que les ambulances dans l'Île-Sud, là, qui regroupent à la fois la région de Saint-Pamphile ou Lac-Frontière, Saint-Fabien-de-Panay, à partir du mois de mars, il n'y aura plus d'ambulance la nuit. Donc, ils vont être transférés. Ils devront prendre Lac-Etchemin, etc., Sainte-Lucie. Donc, c'est des délais énormes pour des gens qui vivent loin là, des centres hospitaliers. Je vous tiens aussi par rapport au seuil de la pauvreté. Je ne suis même pas sûr que je vais être capable d'y aller. Comment vous dites? Il y a comme 4 questions. Là, Oui, écoutez, j'en ai plein, mais là, je le sais bien, mais on s'invite-tu à aller prendre un café, quelque chose? Ça serait une bonne chose. Écoutez, pour terminer, tout simplement, vous connaissez la situation précaire des aînés au niveau financier. Hein? On sait que vous avez donné de l'argent pour les aînés, entre autres, là, 500 $, mais on parle de choses qui ne sont pas récurrentes. Donc, c'est pas comme ça qu'on peut planifier notre vie là, avec des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Là. Je tiens à le mentionner. Là. Je vais vous remettre un bas qui représente un peu la situation des aînés, avec des sous dedans. Il y en a-tu juste 5? Oui. Y est-tu propre? À qui vous voulez que je le donne? Là? Je le garde pour moi? Ou? Oui, c'est un bas troué qu'on a pris ici à la friperie, oui, qu'on vous remet avec quelques sous dedans pour vous imaginer un peu le fait que c'est dans cette situation que les aînés sont actuellement. Alors, ils ont des bas troués, puis malheureusement, ils ont de la misère à subvenir à leurs propres besoins. Donc, je vous laisse là-dessus, tout simplement. Pensez-y. J'espère que ce bas-là va vous ramener à la réalité à l'occasion, mais évidemment... Je tiens juste à vous dire que là, je ne suis pas du tout, moi, Mathieu Rivet, à convaincre sur tout ce que vous dites.
Tant mieux. Merci Merci François. beaucoup. On va laisser répondre M. Rivet. À laquelle? La première, la deuxième ou la troisième ou la cinquième question? Je peux peut-être juste l'enjeu des ambulanciers vous dire, je suis très conscient de... j'ai eu d'ailleurs des rencontres là, avec le Conseil des maires de Lillet. Puis, ce qui m'interpelle beaucoup aussi, c'est qu'il faut être à la fois être en mesure de pouvoir reconnaître qu'est-ce qui a été fait. Puis moi, s'il y a quelque chose, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, moi, je vais être positif dans cette campagne-là. Je vais être positif lorsqu'on va se rencontrer. Puis je suis un gars d'action. Puis j'ai quelques histoires à succès que quand on a un défi, on le mène ensemble, on se prend par la main puis on avance. L'enjeu des ambulances, je suis conscient, il faut reconnaître quand même qu'il y a eu un travail extraordinaire qui a été fait dans les dernières années. Peut-être pas parfaitement dans tous les secteurs, mais il faut se rappeler qu'on a jusqu'à 2023 là, pour implanter parfaitement là, la couverture ambulancière et que les gens de la CAQ, je pense à Geneviève Guilbeault, M. Dubé, ils ont déjà été interpellés à ce sujet-là. Puis il y aura suite, là, on s'entend qu'il n'y a personne dans le gouvernement de la CAQ qui veut qu'il y ait des gens qui ne soient pas en sécurité dans le secteur, entre autres dans le transport préhospitalier. Première chose. Deuxième chose, bien écoutez, je suis moi-même là, dans le porte-à-porte que j'ai effectué dans les derniers jours, je la vois, la problématique de certains aînés puis de la pauvreté. Puis que l'argent suive, vous le savez comme moi, là, la main-d'œuvre, là, c'est difficile partout. Vous avez ces difficultés-là. Ça a été la même chose dans le secteur de la santé, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a shaké des affaires, puis on a dit on a besoin de préposés. Allons, on fait un programme, on met des incitatifs, on a mis des actions pour y arriver. Moi, j'ai la foi, là, puis je regarde le secteur de la santé, puis vous serez certainement tous d'accord avec moi. On est allé se faire vacciner, là. On prenait notre rendez-vous, ça prenait 3 minutes, peut-être 2 même, 5 si je ne connais pas trop ça. On arrivait là-bas, les gens étaient de bonne humeur. On n'attendait pas. On avait un service exceptionnel. Ça s'est fait dans une situation de crise. M. Dubé, là, il est extraordinaire. C'est-tu parfait actuellement? Non. Mais moi, là, ce que ça me dit, c'est qu'on est capable d'y arriver puis d'avoir un système de santé qui soit adéquat. Cette plateforme-là de vaccination va être aussi agrandie et interpellée pour l'ensemble du secteur. Ça s'appelle Votre Santé. Donc, d'être capable d'avoir accès à notre pharmacien. OK, les personnes âgées, peut-être qu'il y a des gens qui ont de la difficulté avec Internet, etc. Il y a plusieurs choses qu'il faut faire pour y arriver, mais je pense au moins qu'il faut être ensemble témoins, puis aussi d'adhérer au fait qu'il y a quelque chose qui se passe, que oui, les soins à domicile, OK, peut-être dans le passé, il y a eu des ententes, ça n'a pas fonctionné. Laissons la chance aux coureurs. Là. On a la bonne personne à la CAQ pour mener ce grand chantier-là, puis d'y aller par étapes, dans la formation de médecins, dans l'idée de vouloir agrandir le réseau et de faire des embauches supplémentaires, puis d'aller chercher les bonnes personnes là, à l'extérieur du pays en immigration pour pouvoir nous aider d'une façon raisonnable. Est-ce qu'il y avait une autre question? Oui, mais merci. Yann Chartrand, représentant de Terre-à-Terre Solutions écologiques. L'organisme agit depuis 2008 dans Montmagny-Lillet pour rassembler les gens avec autour des problématiques environnementales et malheureusement sans soutien à la mission depuis ce temps-là. Donc, vous avez reçu, votre équipe a reçu en fin de semaine, un peu comme la CDC a envoyé, une lettre avec des questions. Fait que je vous invite à faire le chemin dans votre organisation pour la trouver. Si elle est arrivée dernièrement, c'est peut-être bon. Peut-être que celle-là est arrivée trop tôt. Je suis vraiment, vraiment désolé de cette situation-là. OK? Donc, en fait, c'est ça. Vous l'avez reçu probablement samedi, puis ça illustre le fait que on travaille sur nos fins de semaine pour être capable de maintenir des actions. Avec tout ce qui arrive et qui est reconnu maintenant d'effet sur les changements climatiques, toutes les missions des organismes ici vont avoir des besoins qui vont doubler et qui vont tripler avec les impacts des changements qui sont entamés et qui s'en viennent. Donc, je vous ai entendu parler de financement sur des organismes multisectoriels dans la pléiade de chiffres que vous nous avez lancés. Est-ce que ça inclut les organismes en environnement? Dans le contexte où, juste avant l'élection de la CAQ en 2018, les libéraux avaient créé un programme pour financer à la mission. 9 organismes y ont eu droit, puis dans les années qui ont suivi, il n'y a pas eu de renouvellement de ces programmes-là. 9 pour le Québec, c'est pas assez. Et
entre autres, un de ces organismes-là, dans sa mission financée, a sorti une stratégie québécoise pour l'éducation relative à l'environnement qui interpellait le ministère de l'Éducation et qui demandait un financement à la mission plus large pour les organismes en environnement. Et c'est laissé lettre morte depuis ce temps-là. Fait que, on regarde vers l'avant, là, mais je constate quand même que la question est en suspens depuis l'élection de la CAQ. Comment vous allez défendre, vous qui avez été un OBNL, là, comment vous allez défendre l'importance de ces missions? Bien, au fait, votre organisme, il est où, au fait? On couvre le territoire de Montmagny-Lillet. Montmagny-Lillet. Écoutez, c'est sûr que je ne suis pas en mesure de te répondre là, le multisectoriel, dans quel secteur puis de quelle façon ça va se faire. Pour vrai, je ne peux pas répondre à ta question actuellement. Ça me fera plaisir de pouvoir y répondre. Je sais que la CAQ a annoncé, a fait les annonces au niveau environnemental du grand chantier puis du volet, vous l'avez vu, énergétique, de changement. Il y a de quoi être fier de se dire qu'au Québec, on a cette énergie-là et on a un gouvernement qui sera en mesure d'être capable de faire cette transformation-là au niveau électrique. Et non seulement, moi, ce qui me touche, c'est non seulement de la faire pour dire, OK, en 2035, on va tout conduire des voitures électriques, mais d'avoir ce volet-là, de pouvoir éliminer les émissions de GES à l'intérieur du transport public, du transport collectif et des camions, etc., et de voir même devenir un lieu extraordinaire de production des capacités électriques. Je comprends que les enjeux environnementaux plus locaux et certainement ceux que tu défends, je ne suis pas en mesure de te répondre actuellement où est-ce que les éléments plus au niveau de l'écologie vont être lancés avec le gouvernement, mais je peux t'assurer que j'ai demandé à mon collègue de prendre ça en note et qu'on pourra te faire un suivi dès que j'aurai les réponses. Merci. Peut-être une dernière question, parce que le temps en cours, puis si on veut prendre une pause, on terminera à 45 pour venir l'équité. Pas le temps de prendre des pauses. Donc, bon. On y va. Donc, bonjour, moi c'est, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, Maude Perrault de l'organisme L'Arc-en-Ciel, regroupement de parents de personnes handicapées pour Montmagny-Lillet. Dans le fond, moi j'ai vu hier que M. Legault a fait l'annonce de la création de 500 places de répit pour un investissement de 100 millions. Ça m'a fait un petit peu sourire parce que je considère que ce n'est pas les places qui nous manquent. En tout cas, pour nous, l'année prochaine, on va doubler notre capacité de répit. Or, ça implique que je dois doubler ma capacité d'employés. Ce qui implique que je suis en compétition directe avec le salaire des préposés dans le système public que je ne peux pas offrir. Donc, je me demande quelles sont vos solutions pour, oui, valoriser, mais valoriser est un mot peut-être simple pour dire que notre travail est aussi essentiel que la préposée qui gagne 30$ de l'heure à l'hôpital versus nous, qu'on n'est pas capable, dans le fond, de donner la même chose. C'est sûr que je disais d'entrée de jeu, il va falloir se prendre main dans la main là, puis trouver ensemble des solutions. Je m'excuse, là, mais j'aimerais ça poser une question. Y a-t-il des organismes de charité parmi vous? Okay, il y en a quelques-uns. OK. De bienfaisance, oui. OK, c'est bon. On est conscient que dans le secteur, je pense qu'il y en a plusieurs aussi, autant au BNL, puis je parle aussi pour moi, qui ont amélioré les salaires. Là, c'est certain qu'il y a un équilibre à tenter d'avoir. Je suis conscient que si on paye dans le secteur public le 30$ de l'heure, puis qu'on a à défendre ça, je suis aussi conscient des besoins criants, puis ce que vous me dites, puis j'avais lu un petit peu sur votre mission. Là. Encore une fois, je reviens à la même réponse. On trouve des solutions. Le gouvernement, il est là, il entend des choses, là, puis on se dit, OK, les répits, là, j'ose même pas imaginer le travail que vous avez dû effectuer dans la période de pandémie, là, puis pour les parents, puis du soutien qu'ils ont dû avoir, puis qui n'ont peut-être même pas pu avoir dans ces périodes-là. C'est affreux. Je vous dirais, il faut trouver des solutions pour ensemble, faire de notre mieux. Mais moi, je reconnais quand même que le gouvernement met des mesures en place. Elles peuvent faire sourire certains, mais elles peuvent aussi sauver des vies à côté de cela. Donc, il y a un bout de chemin qui est fait. Je souhaite pouvoir vous aider à contribuer puis à amener d'autres solutions puis à amener vos enjeux là, le plus loin possible et de les porter de la meilleure façon. C'est ce que je peux vous dire. Je pense qu'il y en a qui aimeraient aussi juste vous entendre un petit peu sur votre position sur l'ITA à la Pocatière, le centre de formation vétérinaire. Vous aimeriez vraiment ça? Oui. Est-ce que ça vous touche dans votre secteur? C'est une petite blague. Ça me fait plaisir de vous en parler, au fait. Puis je peux vous dire que
que j'aurais été le premier à aller marcher avec l'ensemble des acteurs qui se sont mobilisés, parce que pour moi, quand on se mobilise, ça démontre une force. Par contre, je peux vous donner certains faits qui sont à noter, puis vous allez, j'espère, tous comprendre que c'est impossible pour moi d'aller marcher là. Si j'étais allé marcher là, j'aurais reçu des tomates par la tête, là. Okay? Premier élément. Deuxième élément, je vous l'ai dit, j'ai été enseignant au Cégep La Pocatière. J'ai été directeur du Centre d'études collégiales par intérim de Montmagny. L'enjeu de l'éducation, l'enjeu du pôle de formation qu'on a à La Pocatière est extraordinaire pour moi. Marie-Claude Deschênes est mon amie. L'ITAC est dirigé par une gestionnaire exceptionnelle. Je vous rappelle quelques faits historiques parce qu'on a entendu à la radio et dans différents médias des choses qui ne sont que je souhaite vous partager au fait. 2019, il y a eu une entente avec l'Université du Québec à Rimouski qui prend avec l'Université de Montréal, pardon, qui détient l'agrément, qui détient le permis, si on veut, de pouvoir offrir de la médecine vétérinaire. C'est le seul, d'ailleurs, je crois, médecine vétérinaire, en tout cas au Québec, certainement. Donc, 2019, l'UM reçoit par la MAPAC et par les agriculteurs et l'UPA l'urgence de pouvoir créer un nouveau programme en médecine vétérinaire. Il y a un urgent besoin de former. C'est ça la prémisse de base. On est en 2019. En 2020, se signe cette entente-là. Il y a une étude qu'on appelle le dossier d'opportunité qui est fait entre l'analyse des doyens de la Faculté de Montréal et l'ensemble du territoire québécois, puis on se dit où est-ce que c'est le plus pertinent de pouvoir offrir un programme comme ça. L'enjeu, c'est l'urgence. Et l'urgence, elle se définit de la façon suivante. Pour obtenir l'agrément qui est donné aux États-Unis, puis là, imaginez-vous, vous autres, vous êtes pris dans nos enjeux à nous, là, imaginez partir un programme universitaire, l'ensemble des complexités qu'on a de patauger là-dedans. Donc, l'urgence se définit de la façon suivante. On a besoin que l'Université de Montréal ait un partenaire qui s'appelle un environnement universitaire. C'est la prémisse à ce que l'agrément puisse se donner. Nous n'avons pas ça à la Pocatière. L'ITAC était jusqu'à moins de 2 ans, 1 an et demi, l'ITA géré par la MAPAC. Le gouvernement du Québec et la CAQ ont donné des ailes à l'ITAC afin de se transformer, ça faisait 30 ans que c'était attendu, à se transformer en l'ITAC, donc reconnu par la loi 77 qui a permis à l'ITAC de devenir un volet collégial d'une façon pleine et entière, et même de se voir obtenir 12 millions pour rénover parce qu'il y a un besoin criant dans ça. Donc, pendant que l'ITAC se transformait, on a besoin de former des médecins vétérinaires. Il y a une entente qui est conclue avec l'Université du Québec à Rimouski pour réaliser ce programme-là. Et tout ça va bien de 2020, etc., jusqu'à là, quelques mois, où est-ce que là, ça n'a plus de bon sens que ça se fasse là. Je vous demande juste de peut-être m'aider. Vous me posez la question, là, aujourd'hui, on est en rencontre d'organismes communautaires sur qu'est-ce qui s'est passé à l'ITAC. Je peux vous dire, là, aujourd'hui, que j'aimerais trouver la personne qui prendrait le mandat d'aller à l'Université du Québec à Rimouski, qui a reçu l'information en 2020 comme de quoi il y aurait un programme universitaire là, de leur annoncer que ça ne serait pas là. Qui va faire ça? Frédéric Poulain? Éric Duhem? Le maire de la Pocatière? Moi, ce que je souhaite faire, là, c'est que je m'engage, je suis un éducateur, je suis un amoureux de l'éducation, puis de notre secteur ici à la Pocatière. Là. On en veut un pôle universitaire ici à la Pocatière. Je vais le porter, ce dossier-là. On va faire ça ensemble. Les gens qui se sont mobilisés, là, mobilisons-nous à savoir c'est quel secteur, quelle université on va aller courtiser pour qu'ils puissent continuer le cursus scolaire qu'on a à la Pocatière, qui est un pôle majeur en formation, puis qui est reconnu par la CAQ, qui finance, qui a changé le statut de l'ITAC. Je peux-tu vous dire que ça va être exceptionnel ce qui s'en vient? Je sais déjà que l'ITAC va se transformer d'une façon exceptionnelle, puis que le Cégep de la Pocatière prend une place extraordinaire ici. Fait que laissons tomber cette poussière-là. Malheureusement, ça a peut-être été mal expliqué depuis le départ. Ça a peut-être été mal fait dans les 3-4 dernières années. Justement, merci. Ça éclaircit beaucoup de choses. Merci. Je vous laisserai, je regarde le temps qu'on a, la minute pour le mot de la fin. C'est déjà terminé. Le pôle de formation à la Pocatière sera exceptionnel.
Puis on sera fiers, j'espère, dans 4 ans d'ici, ou voire même dans 1 an, d'avoir pu travailler ensemble, les organismes communautaires, moi-même, mon équipe, qui est exceptionnelle. D'ailleurs, je tiens à le souligner, puis je vous présente Thomas. Thomas est quelqu'un qui s'investit énormément, qui fait un travail fou. Puis, tu sais, c'est peut-être là-dessus que je vais terminer, en vous disant, cette force-là de l'équipe, tu sais, vous savez, je veux devenir député. Je sais la charge de travail que ça peut représenter. C'est nouveau pour moi. Je n'ai pas fait ça dans ma vie. Je sais que je chéris ce moment-là depuis longtemps. Bien, la force d'une équipe, là, moi, c'est ce que j'ai envie qu'on puisse représenter aussi. Que lorsque vous ayez besoin d'aide, de support, d'une écoute, bien, qu'on puisse avoir justement ce volet-là, d'une ambiance lorsque vous vous présentez au bureau d'un député qui vous représente, que ça soit quelque chose d'important et significatif pour vous. Bien sûr, je sais que peut-être certains d'entre vous peuvent avoir le mort aux dents parfois, mais il faudra rester dans une ambiance agréable, de pouvoir être à l'écoute, puis certainement de pouvoir mener encore plus loin les actions que vous portez qui sont importantes pour nos milieux. Mathieu Rivet, merci de vous être prêté au jeu. C'était tout qu'un jeu. Hein? C'était un sacré jeu là, aujourd'hui.